Pour aborder ce sujet, j'ai l'homme de la situation. C'est David Gruson. David, il est membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris, docteur en droit de la santé, titulaire d'un 3e cycle de technologie, d'informatique et de la communication. Il a fondé l'initiative académique et citoyenne Éthique IA. Oui, il y a même une chaise de plus chez MSF quand même, parce que là, on était aux chaises musicales jusqu'à présent. Donc, qui vise à déployer des outils de régulation positive de l'intelligence artificielle. Et puis, il avait fait un premier roman qui s'appelait Sarah, une intelligence artificielle. C'était une histoire d'épidémie Ebola qui frappait Paris et qui était gérée par des ordinateurs. Le tome 2 va bientôt sortir. Il y a du Corona dans le tome 2 ou pas ? Il y en a un petit peu, mais avant d'acheter Sarah, vous devez tous acheter de l'autre côté de la machine d'Aurélie. Ça, c'est un bon camarade. Parce que franchement, c'est le meilleur bouquin sur l'IA de très loin, si vous voulez comprendre un peu la technique avec de la pédagogie. Franchement, c'est un moment très, très émouvant pour moi. Merci à Clara d'avoir organisé ça. Je vois du coin de l'œil Nathalie Roberts, qui est au fond de la salle. Moment très, très émouvant parce que, comme vous savez, on est peut-être en train d'arriver. On gère le coronavirus, on essaye. On est peut-être en train d'arriver à vaincre l'épidémie d'Ebola au Congo. Ouais. C'est fingers crossed dans les prochains jours. Et MSF a fait un travail extraordinaire. Moi, ma petite expérience d'Ebola, c'était quand j'étais directeur général du CHU de La Réunion. On avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola très, très compliquée. Et pendant 5 jours, c'était un peu difficile d'un point de vue médiatico-politique. Et je me suis demandé après ça, est-ce que finalement, ça aurait été mieux géré si mon interlocutrice avait été une intelligence artificielle plutôt que le ministère de la Santé? Ça, vous voyez, on ne veut pas de réponse. On ne veut pas de réponse à cette question. Le genre de question. Et en fait, la réponse, elle est que ça aurait été sans doute bien meilleur en termes d'efficacité, en termes de production d'analyse, en termes d'impact sur la gestion de l'épidémie. Et de fait, il y a aujourd'hui toute une série de solutions d'IA qui interviennent dans la prédiction de risques épidémiques, la gestion épidémique, la réponse à des problématiques bactériennes, comme vous l'avez montré. Et pour le projet ASTAP est absolument extraordinaire parce qu'il montre précisément ce que peut amener l'IA vis-à-vis de pays en développement. Mais il montre aussi, ça c'est l'autre côté du point, ce qu'il y a dans l'IA à réguler d'un point de vue éthique, absolument. Ce qu'on a essayé de faire avec sous l'égide de Jean-François Delfrécy du Comité consultatif national d'éthique, d'essayer de regarder quels sont finalement les risques éthiques potentiels associés à l'IA. Et finalement, on voit, vu de MSF, que le sujet ne se présente pas forcément de la même manière qu'on soit au nord et au sud. En France, le risque éthique principal, moi je viens de la technocratie la plus noire, ce serait d'appuyer, comme on le fait souvent, sur l'accélérateur réglementaire et de bloquer l'innovation. Parce qu'il y a un potentiel, le projet d'Anne-Laure le montre, majeur d'amélioration de l'efficacité du système pour les patients. Et si, dans un environnement juridique déjà très protégé, avec le règlement général sur la protection des données, si on en rajoute des couches, en fait, on va empêcher les chercheurs de produire cette innovation. Donc, dans l'avis 129 du Comité consultatif national d'éthique, il y a cette notion-là que le risque éthique principal de l'IA en France, ce serait de surréglementer. Oui, c'est assez étonnant d'écrire ça en France. Vu du Sud, il y a un intérêt éthique majeur à accéder à l'IA, ce que montrent les projets d'MSF, mais il y a aussi un enjeu éthique commun qui est de ne pas laisser la machine tourner toute seule. Parce qu'on voit qu'il y a, comme Aurélie l'a évoqué, comme Anne-Laure l'a évoqué, la question des biais. Et puis la question, je reviens au sujet épidémique qui nous occupe beaucoup en ce moment, qui permet de bien comprendre ce qui est finalement peut-être le point éthique central qu'on a essayé de relever dans le travail du comité d'éthique. Si vous voulez aller dans le détail, vous trouvez ça sur le site du CCNE. C'est finalement, l'IA va permettre dans l'immense majorité des cas de mieux personnaliser les prises en charge, par plus de pilotage par les données, c'est fait pour ça. Mais vous avez des situations un peu paradoxales dans lesquelles la nature algorithmique, mathématique de l'IA va nous emmener assez spontanément, si on ne la régule pas, dans l'intérêt assez systématique du plus grand nombre, au détriment de la prise en compte de l'individu comme personne au-delà de ce qu'il représente quantitativement.
Vous voyez, dans la gestion de risque épidémique, il y a, ce que j'essaie de décrire dans le livre, une tension entre l'intérêt d'une population mise sous quarantaine et l'intérêt du reste du monde. Que fera la machine? Elle sera peut-être amenée à prendre des options plus radicales que ce que nous ferions dans notre analyse humaine. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est éthique ou est-ce que c'est pas éthique? La question se pose. Elle se pose aussi dans la nécessité de regarder finalement ce que peut être une certaine course aux armements algorithmiques. Je le mets là entre toutes guillemets. Vous voyez, le projet ASTAP, il vise, et c'est majeur, à réguler l'antibiorésistance. Vraie question de pays en développement. La semaine dernière, vous avez peut-être vu, le MIT a sorti une étude sur la première IA qui a produit elle-même un des antibiotiques les plus puissants au monde. Donc vous voyez, ASTAP régule l'IA du MIT qui essaye de dépasser ASTAP. Vous voyez, il faut y mettre un peu d'intelligence collective là-dedans, un peu de régulation. La notion qu'on a portée dans la loi de bioéthique et que est en train de reprendre l'OMS et la Commission européenne dans le livre blanc sur l'IA qui est sorti le 19 février, c'est un concept qui peut paraître creux, mais qui, je pense, a beaucoup de sens. C'est l'idée d'une garantie humaine de l'IA, ne pas la laisser tourner seule, y mettre de l'intelligence collective, de scientifiques, de professionnels de santé, de patients, pour développer des manières de réguler positivement l'innovation. On s'ouvre à l'innovation, on essaye de la réguler au fil de l'eau avec des outils pratiques. C'est ce qui était dit précédemment, c'est qu'effectivement, il faut toujours laisser l'humain au cœur du système et a fortiori le médecin. Oui, le médecin et les patients. Alors, pour essayer d'être concret sur ce qu'amène la garantie humaine, on développe les premiers programmes de garantie humaine. MSF et la Fondation peuvent être vecteurs de garantie humaine. Vous voyez, je donne deux exemples. D'abord, l'idée d'une télémédecine de garantie humaine, et je pense que le projet que tu as présenté s'inscrit complètement là-dedans. C'est l'idée de dire, quand je suis médecin ou soignant de première ligne, y compris dans les pays du Sud, l'algorithme me propose une solution que j'achète pas, entre guillemets, par rapport au cas clinique, j'ai la capacité à solliciter un deuxième avis à distance, voire à très longue distance, pour demander une prise de recul par rapport à la proposition de l'algorithme pour pas l'acheter comptant systématiquement. Ça, c'est la télémédecine de garantie humaine. On voit bien que MSF peut être un foyer d'expertise, y compris internationale, sur ça. Et deuxième méthode, là aussi, vous allez, pour les professionnels de santé qui sont dans la salle, c'est de l'enfonçage de porte ouverte. L'idée d'un collège de garantie humaine. Donc là, on a en France le premier démonstrateur de ça, avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Vous voyez, l'UFSBD, oui. dans le domaine dentaire. Donc c'est un programme de financement innovant de la Sécu, article 51. C'est une solution qui a été faite par une start-up française que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dental Monitoring. Ça s'applique sur 48 établissements pour personnes âgées. Et en fait, c'est une solution d'IA qui s'applique sur un smartphone. Vous faites une vidéo dans la bouche du résident d'EHPAD et l'IA la redresse en reconnaissance d'image sous forme de panoramique dentaire avec une détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Donc l'UFSBD nous a demandé de mettre en place un... Et ça, c'est en fonction déjà. Oui, un collège de garantie humaine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on est évidemment sur une solution de domaine de gestion de risque dentaire en EHPAD. On connaît les enjeux sanitaires qu'il y a derrière ça. Ce n'est pas un domaine aussi sensible que ce que vous traitez la plupart du temps chez MSF, mais la méthode est intéressante. Donc on réunit un collège de garantie humaine qui rassemble 7 chirurgiens dentistes désignés par l'UFSBD, indépendamment de liens d'intérêt avec la start-up, la start-up elle-même et des représentants des patients d'EHPAD. Et les chirurgiens dentistes réviseurs désignés par la société savante vont revoir 30 cas déjà traités par l'IA tous les 3 mois, à intervalles de temps réguliers, sur signalement d'événements indésirables sur la base d'une procédure qu'on a mise au point ou par tirage au sort. Et donc l'idée, c'est d'avoir un deuxième regard humain à distance. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à la place de la machine? Est-ce que j'aurais pris ou pas cette décision-là? Vous avez compris, c'est pas un contrôle technique, informatique, c'est un pilotage qualité au fil de l'eau, notamment pour suivre l'évolution de machine learning, d'apprentissage, à partir du résultat médical, pour garder une appréciation humaine sur les résultats. Et donc ce type de méthode-là est maintenant recommandé dans l'article 11 du projet de loi bioéthique qui était adopté au Parlement. Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais... Oui, on peut applaudir.